D'accord, Alexander. Parlons de l'escalade continue au Moyen-Orient. Nous recevons des propos assez effrayants de la Maison-Blanche de Biden, en particulier d'Anthony Blinken. Il a mentionné lors de l'événement de l'Aspen Institute que l'Iran pourrait obtenir une arme nucléaire en 1 à 2 semaines. J'ai été surpris d'entendre cela de la part de Blinken. Ensuite, bien sûr, nous avons l'escalade entre Israël et le Yémen. Le Yémen a envoyé un drone à Tel Aviv, et Israël a lancé des frappes aériennes au Yémen. Maintenant, nous recevons des rapports indiquant que le Yémen prévoit une riposte aux frappes israéliennes. Cette escalade continue au Moyen-Orient vous fait vous demander à quoi ont servi les 8 mois de diplomatie de Blinken et Sullivan si nous nous dirigeons toujours vers un conflit majeur au Moyen-Orient. Eh bien, c'était pour rien parce que ça n'a absolument rien accompli. Cela n'a pas rallié les pays du côté des États-Unis. Tous les grands pays du Moyen-Orient, y compris Israël, sont totalement exaspérés par le gouvernement actuel des États-Unis. Cela n'a pas apporté la paix à Gaza, car il y a encore des combats en cours là-bas. Tous les 2 jours, l'administration, parfois Biden lui-même, fait des déclarations selon lesquelles un cessez-le-feu est sur le point d'être conclu, ou que le cadre d'un cessez-le-feu a été convenu, et qu'il ne reste plus qu'un peu plus de discussions et quelques négociations supplémentaires. Mais cela n'est jamais conclu. Donc les combats à Gaza continuent. Il y a toujours une crise à la frontière nord d'Israël. Le Hezbollah et Israël continuent d'échanger des missiles et des roquettes. Il n'y a toujours pas eu d'offensive israélienne au Liban pour vaincre le Hezbollah. Mais mon impression est que c'est seulement parce que l'armée israélienne elle-même n'est pas enthousiaste à ce sujet. Ils ont résisté aux ordres de Netanyahou et du cabinet de le faire. Et maintenant, nous avons cette crise supplémentaire entre Israël et le Yémen. Les Houthis ont lancé des attaques de drones sur Tel Aviv et un drone a réussi à passer et à tuer un civil à Tel Aviv. En réponse, les Israéliens ont lancé une frappe aérienne importante sur le Yémen. Ce que nous savions toujours qu'ils pouvaient faire. Maintenant, ils l'ont fait et les Houthis disent qu'il y aura plus de représailles. Donc la diplomatie a été complètement infructueuse. Netanyahou est toujours Premier ministre d'Israël. Il semble maintenant plus sécurisé dans cette position qu'il ne l'a été à aucun moment depuis le début de la crise suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Il tient tête à Joe Biden. Joe Biden se retire. Il est absolument clair depuis quelques semaines maintenant que Biden, ou du moins l'équipe de Biden, a essayé de trouver un moyen de faire sortir Netanyahou de ses fonctions. Chuck Schumer en a presque parlé. Donc Netanyahou a tenu tête à Biden. Il contrôle pleinement son gouvernement. Ses alliés, Smotrich et Ben Gvir, sont toujours là et le soutiennent toujours. Il continue de prendre les décisions clés en Israël. Il vient juste d'autoriser cette frappe aérienne au Yémen. Il est sur le point de visiter les États-Unis et aura un voyage triomphal au Congrès où il s'adressera aux 2 chambres, soulignant la force continue du soutien à Israël. Avec Netanyahou visiblement en contrôle de la situation, on peut comprendre pourquoi les membres de cette administration affaiblie, désorganisée et chaotique à Washington essayent de suivre les événements. Ils commencent maintenant à faire écho aux préoccupations de Netanyahou concernant l'Iran. Blinken parle de l'Iran étant à 1 ou 2 semaines d'avoir un stock suffisant d'uranium enrichi pour créer une bombe nucléaire. Voilà où nous en sommes. L'administration Biden a complètement échoué dans sa diplomatie au Moyen-Orient. Netanyahou a essentiellement gagné. Oui, très intéressant. Ils voulaient évincer Netanyahou, mais Netanyahou reste, et Biden s'en va.
Les choses étaient chaotiques avec la diplomatie de l'équipe Biden au Moyen-Orient, sans aucun doute. Avec la situation actuelle aux États-Unis, avec Biden et Kamala Harris, et toute cette incertitude et instabilité, est-ce que les choses vont devenir incontrôlables au cours des 4 prochains mois? Parce que nous n'avons potentiellement personne à la Maison-Blanche. Noé, ce qui se passe. Est-ce que les choses vont vraiment devenir chaotiques maintenant? Do things get really chaotic now? Yes, I think they could get very chaotic now. For one thing, Oui, je pense qu'il pourrait devenir très chaotique. D'une part, si le candidat du Parti démocrate pour l'élection de novembre est effectivement Kamala Harris, alors Netanyahou, qui est susceptible de rester Premier ministre d'Israël pour l'avenir prévisible, voudra que Trump gagne. Les relations de Netanyahou avec Trump ont toujours été bonnes. Ses relations avec J.D. Vance ont également été bonnes. Il attendra avec impatience une administration républicaine à Washington, composée de ses amis. Il ne verra pas Kamala Harris, qui sera probablement sous une pression encore plus grande de l'aile progressiste du Parti démocrate, qui veut un cessez-le-feu et un changement de politique concernant Israël. who wants a ceasefire and a change of policy over Israel. He's not going to want her as the president. So he's not going Il ne va pas vouloir d'elle comme présidente, donc il ne va pas faire preuve de beaucoup de retenue. Et il ne va rien faire au cours des prochains mois pour soutenir ou aider Kamala Harris en vue de l'élection de novembre. Cela indique que Netanyahou envisage probablement une escalade, et il est déjà en train d'escalader. Il a intensifié avec cette grande frappe aérienne contre le Yémen. Et bien sûr, nous allons maintenant voir beaucoup plus de rhétorique monter à propos de l'Iran à nouveau. Comme je l'ai dit, Blinken commence à refléter cela. Donc c'est là où nous en sommes. La Maison-Blanche de Biden a commis son erreur fondamentale en gérant la situation au Moyen-Orient la semaine suivant directement l'attaque du Hamas contre Israël. Lorsque Biden est allé en Israël, il a donné à Netanyahou un chèque en blanc. Cela, en effet, a donné l'initiative à Netanyahou, qu'il a conservé depuis. L'administration a de plus en plus essayé de rappeler ce chèque, mais elle découvre qu'elle manque de force politique et d'unité pour le faire. En conséquence, Netanyahou est maintenant en plein contrôle. Il va aller de l'avant avec l'attente confiante que ses amis seront bientôt de retour au pouvoir à Washington. Il n'a absolument aucune raison d'aider Kamala Harris à devenir présidente des États-Unis. Alors préparez-vous à une escalade continue au Moyen-Orient. For continued escalation in the Middle East. Yeah, there are reports that Netanyahu is... Oui, il y a des rapports selon lesquels Netanyahou essaie de régler les choses avec Trump. Ils se sont brouillés. Oui, Trump et Netanyahou s'entendaient très bien lorsque Trump était président. Ils se sont brouillés après 2020. Mais maintenant, il y a des rapports selon lesquels Netanyahou tend la main à Trump, avec la compréhension que Trump sera le président des États-Unis en janvier 2025. Que pensez-vous de la déclaration de Blinken à l'Institut Aspen? Est-ce un autre moment de type ADM? Essaie-t-il de détourner l'attention de tout ce qui se passe à la Maison-Blanche en créant un moment ADM? De quoi s'agissait-il? By creating a WMD moment, what was that about? I think it's lots of different things. Firstly, I think it is a WMD. Je pense que c'est beaucoup de choses différentes. Tout d'abord, je pense que c'est un moment d'ADM. Je ne dis pas que l'Iran n'a pas la capacité d'acquérir de l'uranium enrichi. Il l'a probablement. Mais, comme même Blinken l'a admis, il n'y a aucune preuve que les Iraniens travaillent actuellement à l'acquisition d'une bombe nucléaire. Pour le moment, je ne vois pas que ça serve leurs intérêts de le faire non plus. Donc, à cet égard, c'est un moment d'ADM. Mais je pense que c'est aussi une tentative de détourner l'attention d'Israël et de Netanyahou, qui est clairement maintenant aux commandes, et de la ramener vers l'Iran. L'Iran vient d'organiser une élection et a élu un nouveau président. Beaucoup de gens pensaient que ce président serait un réformiste.
Cependant, il semble qu'il avance avec le partenariat stratégique avec la Russie, qui doit être conclu dans quelques semaines. Il ne semble pas que l'Iran change ses politiques de manière fondamentale ou importante. Étant donné cela, et étant donné que Netanyahou semble très enraciné en ce moment en Israël, je pense que Blinken ajuste essentiellement ses voiles au vent dominant, qui est vers une escalade supplémentaire. Which is towards more escalation, further escalation. Bear in mind, Blinken is anyway a neocon himself. So he's Gardez à l'esprit que Blinken est lui-même un néoconservateur. Donc il n'est probablement pas tout à fait opposé à un conflit avec l'Iran sous une forme ou une autre. C'est ce que je pense que c'est. C'est un moment d'ADM. Je pense que cela augmente la probabilité que nous voyions une frappe sur l'Iran dans les prochaines semaines ou mois. Ce que je dirais à propos de Netanyahou et Trump, c'est que je suis sûr que Netanyahou croit que lorsque Trump sera installé à la Maison-Blanche, il aura une administration républicaine qui le soutiendra pleinement. Netanyahou s'attend à ce qu'en novembre, Trump gagne l'élection. Il pourrait en être déçu, dans le sens où j'ai l'impression que la nouvelle équipe qui émerge du côté républicain est composée de réalistes américains endurcis. Évidemment, ils soutiennent Israël, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques en matière de politique étrangère et bien moins sentimentaux que les gouvernements américains précédents. Ils ne voudront probablement pas être entraînés dans des engagements sans fin au Moyen-Orient. Lorsqu'il était président, Trump les a évités. Il a évité de s'impliquer dans des conflits au Moyen-Orient, évité de s'impliquer dans des conflits en Syrie, et éviter une confrontation directe avec l'Iran. Je dis juste. Dernière question. Qu'en est-il de l'Iran? Je veux dire, d'accord, vous avez mentionné qu'il a évité l'Iran, mais nous semblons nous diriger vers une sorte d'action contre l'Iran, une sorte de frappe, une sorte de conflit. Si l'on se fie aux paroles de la Maison-Blanche de Biden, est-ce quelque chose que l'équipe réaliste d'experts en politique étrangère de Trump ferait? Vont-ils s'en prendre à l'Iran? Non, ils ne le sont pas. Je pense qu'ils veulent la paix et la tranquillité au Moyen-Orient, la paix et la tranquillité partout où ils le peuvent, afin de stabiliser l'économie et de se concentrer sur la résolution du défi majeur qui est la Chine. D'ailleurs, je pense qu'ils voudront poursuivre les négociations avec la Chine. Je ne pense pas qu'ils voudront une confrontation directe, immédiate avec la Chine au sujet de Taïwan ou autre chose de ce genre. Mais le danger n'est pas ce qui se passe après novembre ou après janvier. C'est ce qui se passe pendant que l'équipe actuelle reste en fonction, parce que vous avez maintenant une administration très, très faible. Un président qui a perdu toute autorité et toute crédibilité, et qui est le boiteux des canards boiteux. Et vous avez Netanyahou, qui est sans contrainte. C'est son moment. Il peut calculer pour changer la configuration des événements au Moyen-Orient en lançant des frappes sur l'Iran et les Houthis. Il pourrait faire toutes ces choses pour laisser une empreinte sur la situation et présenter à l'administration Trump, lorsqu'elle arrivera en janvier, un fait accompli. Donc, je pense que ce sera l'instinct de Netanyahou. Il vient à Washington mercredi et parlera avec tous ses amis là-bas. Il essaiera de s'assurer que s'il avance de cette manière, il a le soutien nécessaire à Washington. D'accord, nous allons terminer la vidéo ici. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et rendez-vous à la boutique The Duran pour acheter des articles en édition limitée. Vous trouverez un lien dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Down below. Take care.